Et cette lettre, bien sûr, elle nous a été capitale pour la prise de décision. Vous savez, la prise de décision d'arrêt de soins, elle se prend jamais de façon isolée, c'est jamais un médecin comme ça qui va décider on arrête tout. C'est une décision consensuelle avec l'équipe de soins, avec les soignants, avec la famille aussi. Donc on réunit tout le monde et on décide de ce que l'on fait. Ce n'est pas à un individu de décider ce qui va advenir d'un patient, c'est à la collectivité, c'est au personnel soignant et l'entourage, et aux médecins aussi. Et c'est sûr que cette lettre a beaucoup compté. Quand on a lu avec émotion cette lettre, qu'on a dit, il a écrit ça de son vivant, voilà, maintenant il souhaite partir, il nous le dit. Et il me l'a dit à moi, il me l'a dit en me transmettant cette idée-là. Sur le moment, je n'ai pas osé en parler à la famille, je n'ai pas dit. Vous savez que c'est assez particulier, on passe un petit peu pour un farfelu. Je ne vais pas dire à mes collègues anesthésistes ou aux infirmières, j'ai eu une expérience télépathique avec ce comateux. Sur le moment, je ne l'ai pas dit, mais j'en parle maintenant, avec le recul, j'en parle. Et c'est vrai que je suis en train de me dévoiler de façon beaucoup plus, je dirais, oui, honnête, parce que j'ai écrit des romans. Bon, on va dire, ce sont des romans. Oui, il a romancé la chose, il a écrit le fruit de son imagination un petit peu. Et là, en ce moment, là, je termine donc l'ouvrage qui va paraître en février, qui s'appelle L'après-vie existe, où là, c'est un récit, où donc je me livre complètement, parce que je sens que c'est le moment, si vous voulez. Je sens que à partir de maintenant, les médecins vont pouvoir parler avec honnêteté aussi. Dire ce que l'on ressent le plus honnêtement possible, en ayant donc cette comment on pourrait dire, ce manque, oui, on ne va pas avoir la pudeur de se retenir parce qu'on a reçu un message de quelqu'un dans le coma, ou parce qu'on a connu des expérienceurs et qu'on est médecin. C'est pas parce qu'on est médecin qu'on doit nier le phénomène. Et ça saurait faire preuve de manque d'humilité de dire on explique tout, et à partir du moment où on n'explique pas un phénomène, où il est inexplicable, il n'existe pas, on le rejette. La fameuse dissonance cognitive, et on en est particulièrement les victimes, nous les scientifiques et les médecins. Mais ça, il faut le rayer, il faut dire de façon la plus, je crois, la plus humaine possible ce que l'on ressent en tant qu'être humain. Même quand on est médecin, on doit dire voilà, on ressent ça, moi j'ai ressenti ça, et il faut le faire partager parce que c'est un espoir formidable, un espoir de survivance, quoi. Cet espoir de survivance qu'on a tous, mais je crois que quand on a tous ces témoignages qui nous arrivent comme ça, toutes ces expériences que l'on vit, eh bien, on ne peut que croire que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort. J'ai eu aussi une autre belle histoire, une autre anecdote qui m'est arrivée avec une maman qui avait un enfant dans le coma. Je vous resitue un petit peu l'histoire. C'était un accident de voiture assez violent. Le papa a décédé, la maman pratiquement rien, le bras en écharpe, enfin rien, une fracture du coude. Et le fils avec une contusion cérébrale grave, mais très très grave. Et là, cette maman nous encourageait à nous, elle nous remontait le moral. Chaque fois qu'elle arrivait, elle avait le sourire et elle parlait à son fils. Alors, parler à des comateux, quand ils sont en des stades de coma très profonds, médicalement, ce n'est pas logique. Quand on est médecin et qu'on est comme ça avec des œillères et qu'on a étudié les cours et on dit non, c'est pas la peine, c'est idiot, ça sert à rien. Mais non, et ça il faut bien le dire, et ça c'est un message important à faire passer, je crois, aux gens qui nous regarderont, qui regarderont cette cassette, c'est de dire si vous avez dans votre entourage, dans votre famille des gens dans le coma, allez les voir, parlez-leur. Ils vous entendent, ils vous voient. Ils perçoivent l'amour, ils ont ça en eux. Ils ont cette possibilité de pouvoir communiquer en unilatéral, et quelquefois ça sera en bilatéral. Vous verrez, vous aussi, vous pourrez recevoir des messages d'amour.
Ça, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qui est très important. Si vous avez des gens dans le coma, allez les voir, communiquez-leur leur amour. Les médecins qui vous disent « ça sert à rien », eh ben, ce sont des médecins qui ne connaissent pas véritablement les choses, et ce sont des médecins qui sont trop médecins, si je puis dire, des médecins qui sont trop scientifiques, mais ça c'est capital, allez les voir, et sachez aussi qu'ils ne souffrent pas. Parce que quand on est dans ces moments de coma, c'est comme dans les NDE, tous ceux qui sont revenus de ces moments de coma, on dit c'était formidable. On était dans une autre dimension, on était ailleurs, on était très 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 bien, on avait même des difficultés à revenir. Donc cette maman communiquait avec son fils, elle lui parlait, mais alors elle lui parlait comme s'il était, comme on fait tous les deux là, comme si il était vivant et comme s'il pouvait communiquer avec elle, c'était très surprenant. Et pareil, il était dans le coma, donc il était dans un stade où ses yeux étaient fermés, il ne pouvait bien sûr pas parler puisqu'il avait une sonde d'intubation. On imagine aussi qu'il ne pouvait pas entendre avec ses propres oreilles, hein, avec ses propres facultés cognitives et ses propres sens, mais il n'empêche que voilà ce qui s'est passé. Cette maman arrivait, et chaque fois qu'elle arrivait, la température de l'enfant diminuait. Parce qu'il y a un signe de souffrance cérébrale, c'est l'hyperthermie. Et il était aux alentours de 39, on avait du mal à faire passer sa température, parce que ça fait partie des signes de souffrance cérébrale, ça fait partie des signes de gravité de l'œdème cérébral. Et chaque fois que sa maman venait, on avait constaté le phénomène, sa température diminuait, elle devenait presque normale, elle descendait aux alentours de 38. Alors ça, c'était pour nous déjà très surprenant. Et puis cette maman continuait à nous encourager. Elle nous disait, mais ne vous inquiétez pas, il va s'en sortir. Elle nous encourageait à nous. Alors ça, c'était quand même fabuleux. Et nous, au contraire, on était en train de lui préparer le deuil, quoi. On lui disait, vous savez, c'est très grave, c'est très difficile de savoir s'il va s'en sortir. Et puis, à notre avis, quoi, les chances de s'en sortir sont très minces. On commençait à la préparer doucement. Et elle avait toujours le sourire, elle venait, elle lui parlait. Elle lui montrait même des photos. Elle y avait montré la photo de la voiture qu'elle venait de racheter, qui est une voiture jaune. Vous verrez pourquoi c'est important. Et les choses se passent comme ça. Et puis les semaines se passent et la santé de l'enfant s'améliore. Alors ça, c'était déjà surprenant pour nous. On refait des scanners, l'œdème disparaît. Presque plus d'œdème. Et l'enfant commence à donner des signes de réveil. À tel point qu'on envisage même d'enlever la sonde d'intubation et de le remettre donc sous autonomie, sous sa propre autonomie respiratoire. Et là, il nous a fait un magnifique cadeau. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé et il s'est réveillé sans séquelles et il a pu parler. Et une fois qu'il a parlé, il a dit, mais moi je me souviens très bien de tout ce que m'a dit ma maman, et elle a bien fait de prendre la voiture jaune parce que c'est une couleur que j'aimais. C'est le jaune qu'il aimait. Et donc voilà, la preuve, encore une preuve, la preuve qu'il a pu donc réellement voir, entendre, percevoir l'amour de sa mère qui était à côté. Et il y a des patients pour lesquels c'est trop difficile et trop compliqué du point de vue médical pour que, quelle que soit leur volonté, ils puissent s'en sortir. Donc la motivation compte, mais ce n'est pas l'essentiel. Et à l'inverse, nous avions reçu aussi une femme, donc pour une jeune dame pour une éclampsie. Une éclampsie, c'est une encéphalopathie, donc elle avait, elle en l'occurrence, parce que l'éclampsie a plusieurs visages au niveau médical. Là, c'était une souffrance cérébrale. Elle avait une souffrance cérébrale et cette souffrance cérébrale lui avait occasionné un œdème qui était très important et on l'avait mis sous assistance respiratoire. Et là, on était vraiment très très mal, on était très pessimiste en ce qui concerne son évolution et on avait dit à l'entourage que ça se passerait mal. Vous voyez, on se trompe souvent les médecins, hein. En l'occurrence son mari, on l'avait préparé quoi, au deuil. Et là, contre toute attente, cette patiente s'est sortie de son coma, ça s'est très très bien passé pour elle, elle est sortie sans séquelles. Et quand elle est revenue, elle a dit « je suis revenue pour mon petit bout ». J'avais mon petit bout à élever. Et Dominique Bromberger aussi a vécu un coma et il a raconté donc ce qui se passait
dans ce coma. Philippe Labro a aussi écrit un livre là-dessus, La Traversée. Dominique Bromberger, lui aussi, donc un aller-retour. Il a vécu son coma, il a eu un accident de scooter. Son accident de scooter, il a vécu une véritable NDE. Alors c'est très curieux, parce que lui ne veut pas parler de NDE. Il dit non, j'ai pas vécu une NDE, j'ai pas vu de tunnel, j'ai pas vu tout ça. On faisait une conférence ensemble, je lui dis oui, vous dites vous n'avez pas vu de tunnel, mais quand même, vous étiez dans une salle de cinéma obscure qui s'enfonçait comme ça, tout droit vers le bas, et au fond, il y avait un écran luminescent. Ça ressemble beaucoup à un tunnel, ça, quand même. Alors, il n'en veut pas le dire. Il faut dire aussi qu'il s'est un petit peu fait descendre dans une émission de Fogiel, où il a raconté très honnêtement, comme dans son livre d'ailleurs, son livre que je recommande parce que c'est vraiment un témoignage très important, et on voit bien que c'est pas, bon, c'est pas Paco Rabanne, Dominique Bromberger, c'est quelqu'un de très carré, quoi. Et alors c'est très bien que ça lui soit arrivé à lui, parce que son témoignage n'en aura que plus de valeur. Et lui, il raconte très très bien ça. Il était donc, bon, peu importe, il dit un écran luminescent, bon, il était dans un tunnel. Il a perçu cette lumière d'amour, il a été guidé aussi par des anges. Il était sur on en parlait il y a un instant, en off, le chemin de Compostelle. Il a revu tout un tas d'éléments forts de sa vie, il a été jugé sur les événements forts de sa vie. Et il raconte ça très honnêtement. Encore une fois, dans son livre, dans l'émission de Fogiel, il le raconte, mais il s'est fait moquer de lui, le pauvre. Parce que c'est vrai que c'était facile, quoi. On voit un journaliste très cartésien comme ça, qui arrive, et qu'il est arrivé cette expérience, il arrive sur un plateau télé et puis il explique ça. On lui a dit, mais ça va, monsieur Bromberger, vous avez eu un choc, non? Enfin, on s'est moqué de lui, quoi. Et ça, c'est pas bien quand même. C'est pas bien parce que je crois qu'à partir du moment où les gens resteront le plus honnêtes possible avec ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, et qui n'auront plus ces peurs. Finalement, c'est ces peurs-là qui nous paralysent à tous, ces peurs de parler, ces peurs de témoigner. Eh bien, quand on aura ça, cette peur qui nous paralysera, on n'avancera pas. Et je crois que, quelles que soient nos approches, que ce soit des approches culturelles, religieuses, que ce soit des approches culturelles, scientifiques, médicales, pour moi, que ce soit des approches même ésotériques, on voit bien que on se réunit tous devant cette pensée formidable qui est l'espoir de la survivance, et ça c'est fabuleux. Et ça, tant que l'on pourra parler et dire oui, il y a une vie après la mort, et on se rejoint tous après s'être combattus et s'être même détruits pendant des millénaires autour de ce même combat, finalement, ça c'est formidable, et ça j'espère que tous ceux qui entendront cette cassette pourront partager ce fabuleux espoir. Voilà, je crois que nous avons passé un excellent moment ensemble. Il y a même eu un petit oiseau là, peut-être c'est un signe, un cadeau encore, parce que vous savez que les oiseaux sont des signes célestes comme ça, qui arrivent quand quelque chose se passe. Et moi j'ai remarqué ça, chaque fois qu'il y avait quelque chose de fort dans ma vie, il y avait un petit oiseau. Et on a entendu un petit oiseau, et on l'entend encore, vous voyez? Il est sur le toit. C'est un beau cadeau ça.